Tu vois cette forêt? Dedans, un corps est retrouvé, découpé et éparpillé sur plusieurs kilomètres. Les morceaux ont été disséminés un par un, loin de tout, au milieu des pins. Comme si quelqu'un avait pris le temps de disparaître avec elle. Dans ce genre d'affaires, il y a toujours quelqu'un qui appelle. Un proche, un ami, un collègue. Quelqu'un qui finit par remarquer une absence, parce qu'on ne disparaît pas comme ça, pas sans laisser un vide. Mais là, rien. Pas un signalement, pas une inquiétude, pas une seule personne pour dire qu'elle manque quelque part. Alors les jours passent, les analyses tombent, les portraits robots circulent. Les enquêteurs diffusent son visage partout. Et pourtant, toujours rien. Comme si cette femme n'existait pour personne. Comme si elle avait disparu bien avant de mourir. Et plus l'enquête avance, plus ce silence devient dérangeant. Parce que dans cette histoire, il n'est pas là par hasard. Quelqu'un s'est donné du mal pour faire disparaître un corps, mais surtout pour faire en sorte que personne ne le cherche. Salut, c'est le Cogiteur, tu vas voir que dans cette vidéo, on va révéler plusieurs secrets, mais moi je vais t'en dévoiler un tout de suite. Parce qu'il y a un truc que personne ne t'explique avec les intelligences artificielles. Notamment comment les utiliser ensemble, parce qu'en réalité, aucune IA n'est parfaite. Il y en a une qui écrit mieux, une autre qui réfléchit mieux, une autre qui cherche mieux. Si tu utilises qu'un seul outil, tu passes à côté de 50% du potentiel. Et c'est exactement pour ça que j'utilise Mammut AI. En gros, c'est une plateforme qui regroupe tous les meilleurs modèles d'IA au même endroit. ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, tout est directement accessible dans une seule interface. Mais surtout, tu peux les utiliser ensemble. Tu poses une question, tu compares les réponses et tu combines le meilleur de chaque modèle. Tu peux demander n'importe quoi. Est-ce que je vais survivre à mon mariage? Vu ce qui se passe sur cette chaîne, c'est une bonne question. Moi, je m'en sers évidemment dans mes recherches, mais aussi dans mon quotidien. Par exemple, je cuisine avec l'IA. Et franchement, c'est mangeable, donc c'est que ça marche. Mais ça t'aide à tous les niveaux, mail, administratif et même au travail. Et surtout, tu gagnes un temps fou, parce que t'as plus à réfléchir à quelle IA utiliser, t'as déjà tout au même endroit. En plus, Mammut ajoute les derniers modèles dès qu'ils sortent, donc t'es toujours à jour sans rien faire. Et niveau confidentialité, t'as rien à craindre. Il ne stocke pas tes données, tes prompts ne sont pas utilisés pour entraîner les IA. Donc, t'as un vrai contrôle sur ce que tu fais. Si t'as envie, tu peux même créer tes propres assistants personnalisés pour automatiser certaines tâches ou organiser tes projets. En plus, ça commence à partir de 10 € par mois à peine. Franchement, vu le gain de temps, c'est très vite rentabilisé. Si tu veux tester, t'as le lien en description. 2 décembre 2022, en pleine matinée, des chasseurs sillonnent les bois du Portal Hunting Club à Riceboro, en Géorgie. Une propriété privée qui s'étend sur 2 comtés, Liberty et McIntosh, au milieu d'une dense forêt de pins. Jones Road, le chemin de terre qui traverse la propriété, est suffisamment emprunté pour que les camions FedEx et UPS s'en servent comme raccourci. Sauf que ça reste tout de même une forêt, et dans une forêt, on peut faire disparaître beaucoup de choses, y compris tous tes problèmes. Il te faut juste une pelle. Ce matin-là, les chasseurs sont à la recherche de gibier, mais c'est pas ce qu'ils vont trouver. L'un d'eux aperçoit ce qu'il prend d'abord pour un mannequin, dans un fossé à environ 5 mètres de la route, avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un torse de femme. Le cadavre a été démembré de façon étrange, car ses bras y sont toujours attachés. Par contre, les jambes et la tête sont manquantes. Peu après, un second chasseur découvre un couteau posé à la lisière du bois. Le Georgia Bureau of Investigation, abrégé GBI, est saisi de l'enquête dans les heures qui suivent. 3 jours plus tard, le 5 décembre, un bac de stockage Rubbermaid et un sac en toile noire avec des traces de sang sont retrouvés, mais aussi d'autres parties du corps de la victime. Sa tête qui a été enterrée et ses jambes. Ses restes ont été éparpillés sur une zone d'environ 5 km et de toute évidence, elle n'a pas été tuée sur place. Quelqu'un s'est clairement donné du mal pour parcourir ces bois, pour y disséminer les morceaux découpés à sa dépouille. Quand le médecin légiste examine les os de la malheureuse femme, ce qu'il observe ne laisse aucun doute. Son corps a été débité par quelqu'un qui tenait absolument à aller au bout de sa basse besogne. Les marques d'outils qu'il a laissées sont nettes et précises. Le médecin légiste note également la présence d'entailles abandonnées en cours de route. Autrement dit, des tentatives de coupe interrompues. Des faux départs sur certains os, comme si la personne avait essayé, échoué, et ajusté sa technique au cours du processus. Ce qui est un premier point intéressant, parce que ça oriente directement vers un profil qui n'a potentiellement pas de connaissances approfondies sur l'anatomie. Donc il y a peu de chances pour que le coupable soit un chasseur, un chirurgien ou un boucher par exemple. Ensuite, c'est au second expert de prendre le relais.
l'entomologiste. C'est là que tu poses ta fourchette si jamais tu manges devant la vidéo. Après, si t'es avec l'aspirateur, ça va. Le travail de l'entomologiste, c'est d'analyser les larves retrouvées sur les restes. Il doit déterminer leur espèce, leur stade de développement, et remonter le temps à partir de ça. C'est une science lente et rigoureuse, mais qui délivre des réponses fiables. Grâce à ces vers, l'expert parvient à déterminer que les restes ont été déposés dans les bois entre le 27 et le 30 novembre 2022. Ah ouais, plus précis qu'un livreur Amazon. Mais donc ça veut dire qu'alors que les familles américaines se retrouvaient autour d'une table pour célébrer Thanksgiving, quelqu'un a abandonné le corps démembré d'une femme dans la forêt. Ce qu'ont les enquêteurs sur la victime à présent, c'est un portrait fragmentaire. Ils savent que c'est une femme de type caucasien, qui avait les yeux marrons et les cheveux châtains mi-longs. Elle mesurait entre 1m75 et 1m78, pesait entre 84 et 90 kg, et son âge est estimé entre 20 et 50 ans. Elle n'a pas de cicatrices, ni de tatouages. Le seul détail distinctif qu'elle présente est un implant dentaire sur la mâchoire supérieure droite. Ses vêtements ont également été retrouvés près de l'un des endroits de dépôt, dans la terre et les feuilles. Au moment de sa mort, la victime portait une chemise à manches longues bleu foncé, un caraco blanc et un boxeur gris clair avec une bande blanche sur le côté. Malgré les fouilles intenses, son pantalon n'a pas été retrouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, elle était vêtue d'une tenue ordinaire. Le genre de vêtements porté par quelqu'un qui s'habille un matin comme tout le monde, sans savoir que ce sera la dernière fois qu'il le fera. Quand les agents du GBI consultent les bases de données concernant les avis de disparition, ils remarquent qu'aucune femme ne correspond à la description de la mystérieuse inconnue. Le 13 décembre, ils publient alors un appel à témoins, avec un portrait robot, réalisé à partir de photographies de la tête retrouvée. Dans la foulée, le portrait est diffusé dans la presse régionale, ainsi que sur les réseaux sociaux, accompagné d'un numéro de téléphone dédié. Sauf que personne ne semble reconnaître la victime à ce moment. Un deuxième portrait robot est publié en janvier 2023, retravaillé et plus précis, mais toujours rien. C'est là que quelque chose commence à peser différemment dans l'enquête, parce que ce silence n'est pas normal. Une femme a été tuée, démembrée et abandonnée dans une forêt de Géorgie peu après un jour de fête nationale, et aucun de ses proches ne la cherche. Pas de famille qui appelle, pas de collègues qui s'inquiètent, pas d'amis qui remarquent une absence. Dans la quasi-totalité des affaires de ce type, quelqu'un finit par contacter les autorités, parce qu'il remarque le vide laissé par celui ou celle qui ne répond plus. Là, rien du tout. Un peu comme si cette femme avait disparu dans un monde où personne ne savait qu'elle existait à la base. Et ça, les enquêteurs ne le savent pas encore. Mais c'est précisément le cœur de toute cette affaire. Parce que, tout comme la façon dont on a disposé de ses restes, l'absence de signalement qui entoure sa disparition n'a rien d'un hasard. Il a été organisé. Et oui, le silence peut aussi être une piste. 5 mois après la découverte des restes dans les bois du Portal Hunting Club, le GBI n'a toujours pas de nom. Les portraits robots n'ont rien donné. Les bases de données de personnes disparues non plus. Et les appels à témoins n'ont pas permis d'obtenir la moindre information. Autant dire qu'ils sont partis de rien et ils y sont restés. Les enquêteurs décident donc de faire un choix déterminant, en faisant appel au FBI. Mais ils ne le font pas pour une analyse ADN classique, ou une entrée dans le CODIS, le fichier national des profils génétiques criminels. Le CODIS existe depuis le début des années 90 et fonctionne bien. Sauf qu'il a une limite fondamentale. Il ne peut identifier quelqu'un que si son ADN est déjà dans la base. Soit parce qu'il a déjà été arrêté ou condamné, soit parce qu'il a volontairement fourni un échantillon. Dans le cas présent, les enquêteurs n'ont pas d'ADN de suspect potentiel, juste celui d'une victime que personne ne reconnaît. Et pour résoudre ce genre d'énigme, il faut quelque chose de différent. Une technique plus récente et bien plus puissante, dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler avant l'année 2018. Cette année-là, la même technologie a permis d'identifier le Golden State Killer, un tueur en série californien qui a réussi à échapper à la justice pendant 42 ans. Cette technique, c'est la généalogie génétique médico-légale. On prend un fragment d'ADN prélevé sur les restes de la victime, on le séquence et on le convertit en profil génétique basé sur des centaines de milliers de marqueurs biologiques appelés SNPs. Ce profil est ensuite chargé anonymement dans des bases de données publiques de généalogie, là où des millions de personnes ont volontairement déposé leur ADN, afin de retrouver des cousins perdus ou de retracer leurs origines. Donc maintenant, réfléchis 2 fois avant de baver dans un tube. Mais bon, ensuite, la base de données cherche des correspondances. Pas des correspondances parfaites, juste des correspondances partielles.
Des gens qui partagent des segments d'ADN avec la victime, parce qu'ils descendent du même ancêtre. Par exemple, un arrière-grand-parent ou des cousins éloignés qui, eux, ont un nom, une adresse et une vie documentée. C'est là que les généalogistes entrent en jeu. Ils remontent le temps, branche par branche, en croisant les actes de naissance, de mariage, de décès et les recensements. En somme, ils étudient toutes les archives publiques disponibles. Grâce à tout ça, ils constituent des arbres généalogiques entiers, qui s'étendent parfois sur plusieurs générations et comportent des centaines de noms à éliminer un par un. Puis ils redescendent jusqu'à identifier qui, parmi les descendants de cet ancêtre commun, pourrait être lié à la victime connue, notamment en croisant les données avec la localisation géographique et la chronologie du crime. Je pense que t'as compris, c'est un travail de fourmi qui peut prendre des semaines entières, voire des mois, et ne garantit rien. Par chance, dans notre affaire, il fonctionne très bien. Et heureusement, parce que je me suis pas embêté à expliquer tout ça pour rien. Les analyses permettent de remonter directement jusqu'à la mère de la victime. Les enquêteurs localisent la famille, la contactent, l'interrogent et recueillent des échantillons ADN pour comparaison. Et le 11 mai 2023, 5 mois et demi après la macabre découverte faite par des chasseurs dans une forêt de Géorgie, la confirmation tombe. La femme jusque-là sans nom en a maintenant un. Elle s'appelle Mindy Ruth Mebane Cassotis. Elle avait 40 ans et résidait à Savannah, à 45 minutes du lieu où son cadavre a été découvert. Mindy a étudié la science politique, puis a décroché un master en affaires publiques et internationales. Après la fin de ses études, elle a travaillé comme assistante juridique chez Gibson, Dunn & Crutcher, un grand cabinet d'avocats international. Peut-être pas aussi connu que Pearson Spector Litt, mais un très bon cabinet. Puis elle a rejoint la fondation Markel à Washington pour y ouvrir et gérer un nouveau bureau. C'était une femme portée sur l'entrepreneuriat. Elle écrivait, dirigeait une petite entreprise et avait même créé un podcast qu'elle avait appelé Compelling Woman. Elle donnait la parole à des femmes qui construisaient quelque chose, en ayant avec elles des conversations sur ce que ça veut dire de porter un projet. Mais dans les derniers mois de sa vie, quelque chose avait changé chez elle. Mindy ne répondait plus sur les canaux habituels. Elle communiquait uniquement via Signal, une application de messagerie chiffrée qu'on utilise quand on veut s'assurer de ne pas être surveillé. Betsy, sa propre mère, devait elle aussi passer par là si elle voulait avoir de ses nouvelles. Morgan Paddock, l'une de ses amies proches, habite à moins d'1 kilomètre de sa maison à Savannah. Pourtant, elle n'arrivait plus à la voir. Il était évident que Mindy avait peur, étant donné qu'elle lui avait dit qu'elle passerait à nouveau dès qu'elle se sentirait en sécurité. Durant l'une de leurs dernières conversations, elle avait dit à Morgan quelque chose d'assez curieux. « Si tu savais tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, ça ferait un best-seller. » Sur le moment, Morgan ne savait pas ce que son amie voulait dire par là, donc elle en a rigolé. Pourtant, ça n'avait vraiment rien d'anodin. Notamment parce que les changements qui se sont opérés dans son comportement avaient un nom. Nicholas Cassotis, un personnage qui va tout faire basculer. Derrière la peur de Mindy, les messages sur Signal et les contacts coupés un par un avec ses proches, il y a Nicholas Cassotis, Fitzwilliam, dans le New Hampshire, 2400 habitants, une église et des forêts de pins. C'est là que grandit Nicholas, fils d'un policier du coin qui n'a pas l'intention de rester ici très longtemps. Et il le prouve en mettant les voiles pour accumuler les diplômes dès qu'il est en âge de le faire. Après avoir décroché une licence puis un doctorat en droit, Nicholas se spécialise en droit de la sécurité nationale à Georgetown, tout en poursuivant une carrière militaire. Finalement, il intègre le JAG Corps, les avocats militaires de la marine américaine. Envolé, l'enfant de la campagne, il monte en grade jusqu'au rang de lieutenant-commandant. Un statut qui l'envoie travailler entre l'Irak, l'Italie et le Pentagone sur des dossiers sensibles. En 2017, le San Diego Union Tribune mentionne Nicholas en tant que directeur de la division de droit international et opérationnel de la marine américaine. C'est donc déjà un homme décoré et respecté quand il rencontre Heather Thomas, sa première épouse. Ils se marient en 2009, mais leur relation ne tient pas. Ils divorcent en 2015 et un juge ordonne à Nicholas de verser à Heather 1,5 million de dollars à titre de règlement. Une somme énorme qu'il refuse de régler. L'homme quitte la marine en août 2019, mais il reste avocat. Un avocat qui ne paie pas ses dettes. Et en 2021, son ex-femme est lassée d'attendre qu'il paie son dû. Alors elle part à sa recherche pour le lui réclamer. Pour 1,5 million de dollars, je te mets sous surveillance H24. Tu me verras même dans tes rêves. S'ensuit une longue traque à travers plusieurs États, ce qui pousse Heather à admettre quelque chose d'assez inquiétant. Si quelqu'un est prêt à mettre sa précieuse carrière juridique en péril juste pour ne pas payer un arriéré, il faut s'attendre à n'importe quoi de sa part. Parce que oui,
Les bureaux d'État peuvent radier un avocat qui ne respecte pas un jugement et prend la fuite. Bon, encore heureux. Surtout que pendant qu'elle le cherche, Nicolas ne se prive pas pour profiter de la vie. Il a rencontré Mindy sur une application de rencontre l'année de son divorce, en 2015. À ce moment, elle a 33 ans et travaille comme assistante juridique à Washington DC. Pour résumer, tout va bien pour elle au niveau professionnel comme personnel. La seule chose qui manque à son bonheur, c'est un partenaire. Quand elle fait la connaissance de Nicolas, elle voit en lui un conte de fées sur le point de se réaliser. Elle veut des enfants, une famille, la stabilité. Et l'homme de 33 ans semble pouvoir lui offrir tout ça. Le couple se marie en octobre 2016 à Leesburg en Virginie, puis s'installe à Alexandria. Au début, leur vie maritale ressemble à tout ce que Mindy avait espéré. Elle a un époux présent avec qui elle fait des projets d'avenir, mais très vite, les choses changent, et pas en bien. C'était du bonheur éclair. Parce que Nicolas commence à parler de menaces. Il dit à Mindy que des gens le surveillent. Ils ne sont plus en sécurité. Parce que des inconnus liés à son passé militaire lui veulent du mal. Il faut faire attention, et certaines précautions s'imposent, comme changer de numéro, passer par des applications chiffrées ou encore éviter de trop parler à la famille. Mindy, il fait confiance à son époux. Il a travaillé au Pentagone, il connaît ce monde-là, donc il sait sûrement des choses qu'elle ignore. Alors elle suit ses conseils et se plie à ses demandes. Peu après, les déménagements s'enchaînent. La Virginie, la Caroline du Sud, la Géorgie. Puis à l'intérieur même de la Géorgie, d'appartement en maison, de ville en ville. Au total, le couple déménage une 50aine de fois en quelques années. C'est pas une vie qu'on mène par goût de l'aventure, mais parce que quelqu'un vous a convaincu que votre survie en dépendait. En vrai, au 10e déménagement, je les laisse me retrouver. Pendant tout ce temps, Mindy est progressivement coupée de ses amis, de sa famille, et de tout ce qui est susceptible de l'ancrer à une vie normale. Elle, qui rêvait de stabilité, n'a droit qu'à une vie de nomade des plus stressantes. Voilà pourquoi elle en arrive à ne plus communiquer que via signal. Quand on lui demande pourquoi, elle parle d'une menace vague dont il lui est impossible d'expliquer les contours. En vérité, un épais mystère entoure le couple Cassotis. Les seules personnes qui ont pu les côtoyer de près sont les parents de Mindy, Betsy et Frank. Ils sont venus vivre avec eux à Savannah durant un peu plus d'1 an, et donc ont passé une longue période sous le même toit que leur gendre. Pourtant, ils n'ont quasiment rien appris sur sa vie. Nicolas était souvent sur son ordinateur, l'air occupé. Il ne parlait jamais de son travail. Et personne ne posait de questions parce que tout le monde lui faisait confiance. Ce que Betsy et Frank ont bien remarqué en revanche, c'est que l'époux de leur fille n'a pas donné $1 pour aider au règlement des charges de la maison. À la mi-2022, Nicolas annonce à tout le monde que Mindy est enceinte et que l'enfant est attendu pour janvier 2023. Et si tu te demandes pourquoi je l'ai pas mentionné au début, c'est parce qu'il y a une bonne raison, évidemment. Sauf que je vais pas te la dire tout de suite. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, grossesse ou pas, Nicolas n'a visiblement pas très envie de se fermer des portes. Au mois de septembre, il contacte une dénommée Samantha Kolesnik via Twitter. Samantha est auteure de fiction horrifique. L'homme lui écrit pour lui dire qu'il a acheté l'intégralité de ses livres, en précisant qu'il est lui aussi un écrivain amateur. Une conversation légère qu'il devient de moins en moins au fil de leurs échanges. Pour se rapprocher de Samantha, Nicolas ment ouvertement, et il y va pas avec le dos de la cuillère. Il lui raconte qu'il est veuf, que sa femme et leur enfant à naître sont morts 2 ans plus tôt des suites de complications médicales, et que ça a été dévastateur. C'est acteur qu'il fallait faire là, pas écrivain. En novembre 2022, quand l'auteur lui dit que sa voiture a un pneu crevé, il lui paie 4 pneus neufs et 2 phares. Elle lui dit que c'est trop, mais il répond qu'il est rouillé, parce qu'il n'a pas pratiqué. Faut entendre par là draguer, depuis la mort de son épouse en 2020. Bref, il s'enfonce dans son mensonge. Ce même mois de novembre 2022, entre le 27 et le 30, Mindy disparaît. Ses restes sont partiellement retrouvés dans des bois en Géorgie dès le 2 décembre suivant. Et visiblement, ça a pas l'air de choquer son mari. Oui, parce que le 16 décembre 2022, 2 semaines après la découverte du corps, il traverse la Pennsylvanie pour rencontrer Samantha en personne, pour la première fois. En février 2023, Nicolas a déjà bien fait son deuil, étant donné qu'il se fiance à sa nouvelle copine. Ils prévoient d'acheter une maison ensemble, à Lancaster. Leur offre est acceptée et la date de clôture est fixée au 20 mars 2023. Ce matin-là, Nicolas quitte la maison pour aller chercher un chèque de $850 000 pour la transaction. Sauf qu'il ne revient pas. Dans la foulée, Samantha reçoit des SMS lui annonçant qu'il a eu un accident de voiture et que leur Ford Explorer a pris feu avec le chèque dedans. Quand elle retrouve son fiancé, il a effectivement l'air d'avoir subi des brûlures. Du coup, le 21 avril 2023, 4 mois après le meurtre de Mindy, ils se marient quand même.
Sur l'acte de mariage, Nicholas n'est pas Nicholas James Cassotis, il est Nicholas Killian James Stark. Et il est indiqué que son précédent mariage a pris fin le 1er décembre 2020, une date qu'il n'a peut-être pas choisie au hasard. La demoiselle d'honneur de Mindy raconte que Nicholas l'a appelée en pleurs pour lui annoncer sa mort. À en croire sa version, elle aurait fait un AVC massif le 1er décembre 2022. Quand l'ami de Mindy a demandé des nouvelles du bébé qu'elle portait, Nicholas a répondu qu'il l'avait perdu également. Et pour ce qui est des funérailles, il n'a pas eu honte de dire aux proches de son épouse qu'il n'avait rien organisé. Pas de cérémonie, même pas d'envoi de faire-part de décès. Rien. Il raconte à tout le monde que Mindy a été incinérée, en restant vraiment très vague au sujet des détails. Betsy et Frank n'ont obtenu aucune preuve officielle du décès de leur fille. Encore moins une explication claire sur les circonstances de sa perte. Nicholas ne leur a même pas communiqué l'adresse de l'hôpital où tout s'est soi-disant passé. À ce stade, t'as dû remarquer qu'il n'y a plus trop de suspense, et que ça s'est pas du tout déroulé comme il le raconte, puisqu'on sait que Mindy a été sauvagement tuée puis démembrée. Et si personne ne l'a cherché, c'est simplement parce que Nicholas a réussi à convaincre tout le monde avec sa version fumante. Ce qui fait tout basculer, ce sont finalement les recherches d'Heather Thomas. La première femme de l'ex-militaire le cherche avec acharnement depuis des années, parce qu'il lui doit beaucoup d'argent. Elle a même fait émettre un mandat d'arrêt à son encontre, ce qui explique sûrement les nombreux déménagements de Nicholas. Toujours est-il qu'en naviguant sur internet à la recherche de son ex, Heather a fini par tomber sur le portrait robot de Mindy, le même qui a été publié par le GBI. Quand elle le voit, le visage de la victime lui apparaît remarquablement familier. Il ressemble même étrangement à celui de la seconde épouse de Nicholas. Persuadée que c'est le cas, elle appelle les autorités chargées de l'enquête en Géorgie. C'est ce coup de téléphone qui contribue à orienter les investigations vers la famille Mebane et la généalogie génétique. Sans vraiment le vouloir, Heather a permis d'identifier le corps de Mindy. Le 12 mai 2023, au lendemain de son identification, Nicholas Cassotis est arrêté à Lancaster, en Pennsylvanie. Il ne se débat pas, renonce à son droit de garder le silence et refuse la présence d'un avocat lors de son interrogatoire. Il est avocat de formation et a passé 10 ans à préparer des dossiers pour des procès militaires, donc il pense pouvoir s'en sortir seul. Après ça, face aux enquêteurs qui l'accusent directement en lui demandant de but en blanc pourquoi il a tué sa femme, Nicholas tient une seule et même ligne de défense pendant des heures. Il n'a pas tué Mindy. Elle est morte d'un AVC à l'hôpital, mais il n'a pas pu voir le corps et s'est contenté de croire ce qu'on lui avait dit. C'est comme se couper les cheveux tout seul. Ça finit jamais bien. Bah oui, sa défense, c'est vraiment pas terrible. D'abord parce que Nicholas est incapable de fournir des informations basiques du genre du nom de l'établissement de santé. Il ne connaît pas non plus celui des médecins et il n'a aucun certificat en sa possession prouvant que Mindy est décédée, ou même qu'elle a été hospitalisée. Pourtant, malgré l'absurdité de ce qu'il raconte, il ne dévie pas de son récit et ne craque à aucun moment. Il répond même aux questions avec une tranquillité évidente, parce qu'il se trouve que Nicholas a une explication. Encore mieux, il peut justifier absolument tout ce qui s'est passé avec un seul nom, Jim McIntyre. D'après Nicholas, l'histoire remonte à l'époque où il travaillait encore pour la marine. Il avait rédigé une analyse juridique sur des opérations militaires en Afghanistan, et cet article avait fait du couple qu'il formait avec Mindy la cible de mauvaises intentions. Entre menaces et intrusions, le danger ne les quittait plus. Il avait signalé les faits au FBI, et un soir, il était rentré chez lui pour apprendre qu'un agent fédéral était passé pendant son absence. Mindy l'avait fait entrer et ils avaient parlé. Cet homme, c'est le fameux Jim McIntyre, et il connaissait tout de leur situation. À ce moment-là, il a donc proposé de les protéger. Toujours selon Nicholas, Jim prend le contrôle total de leur existence durant 4 ans. Il décide de l'endroit où ils vont vivre, de quand ils vont déménager, leur ordonne d'éteindre leur téléphone à intervalles réguliers et de couper les contacts avec leurs proches. Nicholas dit qu'au début, il pensait que Jim était effectivement un agent du FBI chargé de les protéger. Puis l'histoire a évolué. Il se serait révélé être un investisseur majeur dans la société de cybersécurité au sein de laquelle Nicholas a été embauché après avoir quitté la marine. Un puissant homme d'affaires qui contrôlait en réalité tout leur environnement. Nicholas soutient avoir cru disposer de 32 millions de dollars déposés sur un compte que Jim administrait en son nom. D'ailleurs, il lui aurait fait gober qu'il avait réglé la somme de 1,5 million due à Heather, sa première femme, alors que c'était faux. Quand Mindy décède, c'est Jim qui lui annonce la nouvelle. Il lui interdit de voir le corps
et fait en sorte que Nicholas récupère ce qu'on lui présente comme les cendres de sa femme auprès d'un inconnu dans l'Alabama. Il n'a pas le nom de cet individu ni son adresse et aucun moyen de le retrouver. Voilà, c'est pour cette raison que Nicholas n'a aucun papier ou information liée au décès de Mindy. C'est Jim qui s'est occupé de tout, interdisant même que des funérailles soient organisées pour des raisons de sécurité. Nicholas pense qu'en vérité, il voyait Mindy comme un obstacle et que c'est lui qui l'a fait tuer. Il affirme se sentir trahi et dupé. Le mari de la victime le dit sans baisser les yeux. Il ne sait pas qui a commis son meurtre. Et il est capable de tout redire 2 fois là. Ce qu'il décrit a clairement des airs de roman d'espionnage. Surtout, il y a un gros problème avec son récit. Quand leur principal suspect leur raconte tout ça, les enquêteurs essaient évidemment de retrouver Jim McIntyre. Et ils font ça sérieusement parce que si c'est vrai, il y a une médaille à la clé et une série sur Netflix. Mais dans la région de Savannah, ils ne trouvent qu'un seul homme de ce nom. C'est un individu âgé, gérant une entreprise de vente d'implants dentaires, qui n'a de toute évidence aucun lien avec l'affaire. Autrement dit, Papy ressemble pas trop à un agent secret / arnaqueur. En plus, d'après les registres fédéraux, aucun Jim McIntyre n'est agent du FBI. Et évidemment, aucun document email ou autre trace d'une communication quelconque avec cet homme ne peut être produite par Nicholas. À ce moment-là, le château de cartes qu'il avait construit s'effondre sur lui. Parce que si rien ne prouve que Jim existe, les éléments qui pointent dans la direction du mari de la victime existent bel et bien par contre. Les enquêteurs ont épluché les relevés bancaires de Nicholas, mais aussi tracé chacun des achats et déplacements qu'il a fait peu avant la mort de Mindy. Et ce qu'ils ont trouvé est plus que parlant. Dès le mois d'août 2022, Nicholas a acheté des lingettes Clorox, des gants en latex et des lames de rasoir pliantes chez Home Depot. D'ailleurs, à force de les citer, Home Depot pourrait sponsoriser la chaîne. Le 4 novembre, le suspect s'est procuré une pelle et un marteau. Le 28 novembre, il a fait l'acquisition d'un kit de traitement du gibier contenant 7 pièces, dont des couteaux et une scie à os. Nicholas s'en défend, en disant qu'il comptait en faire cadeau à son beau-frère pour Noël. Le souci, c'est que ce dernier n'en a jamais vu la couleur. Le lendemain, le 29 novembre, le suspect a acheté un couteau Milwaukee à lame orange chez Home Depot. C'est le même modèle que celui qui a été retrouvé près du torse de Mindy dans la forêt. Le même jour, une caméra de station de pompage a filmé son Ford Explorer à moins d'1 kilomètre du Portal Hunting Club. Les relevés GPS le placent aussi précisément sur la route menant à l'endroit où les restes de sa femme ont été découverts 3 jours plus tard. Une journée durant laquelle son téléphone a également été éteint pendant une durée de 2 heures, alors que d'habitude il ne le fait pas. Le 1er décembre 2022, Nicholas s'est présenté en larmes chez les parents de Mindy pour leur annoncer qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Mais quelques heures après, il s'est rendu dans une station de lavage pour nettoyer sa voiture, puis il a acheté de la bière. Faut admettre que ça fait assez peu mari endeuillé comme comportement. Pour résumer, Nicholas a une explication farfelue et invérifiable. Il a fait des achats très suspects, et son comportement trahit un je m'en foutisme total à l'égard du sort de Mindy. Forcément, c'est difficile de le croire. Et y a pas que ça, tu te rappelles, un couteau, un sac en toile noire et un bac de stockage ont été retrouvés dans la forêt avec les restes de Mindy. Ces objets ont été testés positifs à la présence de sang humain. Sauf qu'il n'y avait pas assez d'ADN récupérable pour permettre une confirmation formelle que c'était bien son sang. Or, Nicholas admet lui-même avoir transporté des affaires de Mindy dans un sac en toile noire vers un endroit situé sur la même route que le Portal Hunting Club, histoire d'enfoncer le clou. Quand il a rendu la maison qu'il occupait avec son épouse avant sa disparition, le propriétaire a remarqué quelque chose d'assez étrange. Le tapis du salon avait disparu, remplacé par un autre modèle moins cher, de couleur similaire. Du sang a également été retrouvé sur un futon dans cette même pièce. Nicholas soutient que c'est du sang menstruel. Sauf que pour le médecin légiste qui a effectué l'autopsie du corps de Mindy, son explication tient absolument pas la route. La tête de la victime présentait pas moins de 9 lacérations, dont une si profonde qu'elle lui a fissuré le crâne. Elle avait des hématomes sur la poitrine et l'abdomen, ainsi que des blessures défensives sur les mains et les avant-bras. Ce dernier point signifie non seulement que Mindy a été violemment agressée, mais aussi qu'elle s'est battue pour défendre sa vie. Les analyses toxicologiques réalisées à partir d'un morceau de foie, faute de sang suffisant, révèlent une concentration non létale de Benadryl dans son organisme. Pour finir,
L'autopsie a permis de confirmer autre chose de capital. Je t'avais dit qu'on parlerait plus tard de la grossesse de Mindy. Mindy n'était pas enceinte quand elle est morte. Mais alors, pourquoi Nicolas a-t-il dit à tout le monde qu'elle attendait un bébé pour janvier 2023 ? A-t-elle décidé de mettre un terme à la grossesse, perdu l'enfant, ou a-t-elle simplement jamais été enceinte ? Là, mystère. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas cherchait désespérément à être père depuis des années. Il a voulu avoir un enfant avec Heather et a emmené Samantha à un rendez-vous de préconception quelques jours seulement après leur mariage. Quoi qu'il en soit, cette histoire de grossesse a peut-être été un déclencheur pour Nicolas. Mais le mobile du meurtre, probablement commis dans la maison de Savannah, reste non déterminé à ce jour. Nicolas avait aussi toujours 1,5 million de dollars à régler à Heather, un mandat d'arrêt aux fesses en prime et une nouvelle vie déjà en construction avec Samantha. Le tout alors qu'il était encore marié à Mindy. En fait, 3 éléments viennent se combiner sans qu'aucun ne suffise à lui seul. Par chance, ce qu'on demande à un jury, c'est pas de se prononcer sur le mobile d'un meurtre, juste sur les faits. Et concernant ces derniers, il y a déjà plus de certitude. Le procès de Nicolas s'ouvre en août 2025, et on va pas s'attarder dessus parce qu'il est foutu en fait. Il n'y a pas un monde où il s'en sort avec ses bobards. Après 1 heure de délibération, le verdict est unanime. Coupable de 12 chefs d'accusation. Mais le plus important parmi tout ceci, c'est le meurtre au premier degré. La préméditation a été retenue, et il n'y avait pas de raison qu'elle ne le soit pas. De lourdes charges, pour lesquelles il écope de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 25 ans. Quand elle a su qu'il avait déjà eu 2 femmes, et que Mindy était encore vivante quand ils se sont rencontrés, Samantha a obtenu l'annulation de son mariage avec Nicolas. La cause de l'annulation est la fraude de l'accusé. Elle a aussi coopéré pleinement avec les enquêteurs en leur fournissant des messages et des photos des affaires de son ex. Le meurtrier a construit toute une fiction pour faire disparaître une épouse devenue gênante, sans succès. Et au final, c'est une ex déterminée qui l'a finalement fait tomber. Cette histoire, c'est la folie complète, mais c'est pas le premier militaire à faire des trucs de fou comme ça. Si tu te rappelles bien, je t'avais raconté l'affaire Cathy Blauvelt sur cette chaîne, et c'était juste dingue comme cas. Merci à Mammouth AI d'avoir sponsorisé la vidéo, retrouve le lien en description pour tester la plateforme. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à très vite. Bye.